Paris, 1963. La nuit est tombée sur la place Vendôme. L'hôtel Ritz exhale encore les derniers éclats d'un dîner mondain. Margot Fournet, héritière d'un empire textile, en émerge. Une robe de soie glisse sur sa silhouette élégante. Elle monte dans une voiture noire aux vitres teintées. À ses côtés, Pierre L., le chef de la sécurité de sa propre famille. Quelques heures plus tard, le véhicule sera retrouvé, abandonné près de Fontainebleau. Les portières verrouillées, les clés sur le contact, l'odeur persistante d'un parfum coûteux sur la banquette arrière. Mais de Margot, aucune trace. Margot avait 23 ans. Une beauté certaine, une fortune immense, mais aussi une curiosité dangereuse pour les coulisses obscures de son propre monde. Elle percevait des ombres, des mouvements d'argent douteux. Son absence allait plonger Paris dans une énigme qui allait défier le temps. Une fuite volontaire? Un enlèvement orchestré? Les rumeurs s'entrechoquaient, les pistes se perdaient dans le silence des salons et des usines. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, dites-nous d'où vous nous regardez aujourd'hui dans les commentaires. Mais pour démêler ce fil tragique qui s'étire sur des décennies, nous devons remonter aux prémices du mystère. La ville était une symphonie d'élégance et de secrets, où les façades haussmanniennes dissimulaient des drames aussi complexes que leurs ornements. C'est dans ce décor que Margot Fournet évoluait, silhouette gracieuse parmi l'opulence. À 23 ans, elle était l'incarnation d'une certaine jeunesse parisienne, héritière des manufactures Fournet, un empire textile dont les tissus habillaient les défilés et les salons les plus courus, belle d'une manière qui défiait l'insouciance, et familière des éclats de rire des soirées mondaines. Mais sous le vernis de la mondanité, Margot cachait une volonté inébranlable et une curiosité qui la distinguait de ses pairs. Elle n'était pas seulement une figure à admirer, elle était une observatrice, une inquisitrice, dangereusement consciente des failles et des ombres qui rongeaient le socle de sa propre fortune. L'entreprise familiale, dirigée par son père, Henri Dumont, était un colosse aux pieds d'argile, ou du moins, c'est ce que Margot commençait à pressentir. Des chiffres dans les livres de comptes, des noms sur des documents qui semblaient se dérober à toute logique. Initialement, ces anomalies n'étaient que des murmures, des dissonances dans l'harmonie parfaite de son existence. Mais sa nature exigeante, son désir inné de justice, la poussait à regarder de plus près. Elle s'était lancée dans une enquête silencieuse, compilant ses observations avec une méticulosité surprenante. Son outil principal était un carnet à la couverture de cuir souple, où, à l'aide d'un simple crayon, elle consignait ses doutes, ses observations, ses hypothèses. Dans les pages de ce journal intime, des fragments de ses pensées et de ses découvertes nous parviennent, comme des échos du passé. Astérisque, 12 avril 1963. Encore des transferts. Des sommes considérables vers des entités que je ne connais pas. Des noms de sociétés écrans, murmure-t-on au bureau, mais personne ne veut vraiment expliquer. Mon père semble si lointain. Astérisque. Astérisque, 27 mai 1963. J'ai comparé les registres des fournisseurs. Des écarts significatifs entre les facturations et les livraisons réelles. Qui gagne quoi sur ces opérations? Je sens une toile d'araignée autour de nous. Astérisque. Astérisque, 10 juin 1963. Maurice Renaud. Ces rendez-vous sont trop fréquents, ces conversations trop discrètes. Sa main droite, Jean Morel, le comptable, a l'air constamment tendu. Il y a quelque chose de grand. Astérisque. Ces notes révèlent la progression de ses soupçons, transformant une simple intuition en une conviction grandissante qu'un vaste schéma de détournement de fonds était à l'œuvre, sapant les fondations de l'héritage familial. Margot, avec son idéal de transparence et son éducation privilégiée, était à 1000 lieues de comprendre l'ampleur de la corruption qui pouvait exister au sein de sa propre sphère. Son innocence relative était une force autant qu'une vulnérabilité dangereuse, la poussant à creuser là où d'autres auraient fermé les yeux. Son besoin de partager ses découvertes, de les confronter à une perspective extérieure, la mena à François Delatour. François était un journaliste d'investigation, jeune et ambitieux, avec qui Margot entretenait une relation secrète. Il représentait pour elle la voix de la vérité, le moyen d'éclairer les zones d'ombre qu'elle percevait. Elle lui confiait ses inquiétudes, les extraits de son journal, les documents qu'elle parvenait à dérober discrètement. Leur liaison n'était pas seulement passionnelle, elle était aussi une alliance clandestine contre l'obscurité. Margot envisageait, avec l'aide de François, de démasquer publiquement le système qui dépouillait sa famille. La soirée du 20 juin 1963 marque la césure,
Le point de non-retour. Margot avait passé la soirée à l'hôtel Ritz, participant à une de ces réceptions où son rang l'appelait. Selon des témoignages tardifs et imprécis, elle aurait eu des échanges tendus avec certains associés de son père. Des rumeurs circulaient déjà dans son cercle intime. Margot avait l'intention de confronter l'un des partenaires les plus influents de son père, Maurice Renaud, concernant les transferts financiers douteux qu'elle avait mis au jour. Sa détermination était palpable. Vers 23 heures, elle quitte le Ritz, un fourreau de soie épousant ses mouvements. La lumière des réverbères caresse l'asphalte humide. Des témoins se souviendront l'avoir vue monter à bord d'une berline noire, aux vitres sombres, discrètement garée le long du trottoir. L'homme qui lui ouvre la portière est Pierrel, le chef de la sécurité de la famille Fournet, un homme d'âge mûr dont la loyauté était réputée indéfectible. Mais ce soir-là, sa présence avait un autre sens. Un ancien employé se souviendra plus tard avoir identifié Pierrel au volant du véhicule. Après que la portière se fut refermée, la voiture s'est fondue dans le trafic nocturne, laissant derrière elle une énigme silencieuse. Le lendemain matin, le 21 juin, la berline noire réapparaît. Elle est découverte abandonnée à l'orée de la forêt de Fontainebleau, à quelques dizaines de kilomètres au sud-est de Paris. L'image de la scène est frappante de quiétude et d'anormalité. Les portières sont verrouillées, les clés sont restées sur le contact, comme si le conducteur venait de s'absenter un instant. À l'intérieur, les enquêteurs trouveront le parfum coûteux de Margot, subtile empreinte d'une présence désormais évanouie. Aucun signe de lutte, aucune trace évidente d'effraction. Le silence enveloppait le véhicule, un silence plus assourdissant que n'importe quel cri. Margot Fournet, la brillante héritière, avait disparu. L'enquête initiale, menée dans le contexte des années 60, fut, selon les rapports de l'époque, frénétique mais désorganisée. La police centrale, sous pression médiatique et familiale, se scinda rapidement en deux camps. D'un côté, l'hypothèse d'une fugue volontaire, celle d'une jeune femme étouffée par le poids de son héritage et des attentes sociales, cherchant à échapper à sa prison dorée. De l'autre, la théorie d'un enlèvement, motivé par des raisons financières ou personnelles. Les interrogatoires se multiplièrent, les pistes furent explorées puis abandonnées faute de preuves concrètes. Le témoignage de l'ancien employé identifiant Pierrel fut considéré comme isolé et insuffisant. Les proches de Margot furent passés au crible, mais sans résultat probant. Faute d'éléments tangibles et cohérents, l'affaire s'enlisa. Les semaines devinrent des mois, les mois des années. Le cas de Margot Fournet, l'héritière disparue, bascula dans le limbe des affaires non résolues. Il ne resta que des spéculations, des commérages de salon et la douleur persistante d'une famille déchirée, sans réponse définitive sur le sort de leur fille. Le mystère de Margot s'épaississait avec le temps, devenant une légende urbaine, un conte tragique murmuré dans les allées parisiennes. Le temps, impitoyable, semblait avoir scellé à jamais la vérité derrière cette disparition, laissant derrière lui une blessure ouverte et une énigme inachevée. Le temps, implacable fossoyeur de la vérité, avait scellé le dossier de Margot Fournet. 47 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit de juin 1963. 47 années durant lesquelles son histoire n'avait été qu'un murmure, une tache indélébile dans les annales parisiennes du crime non élucidé. La famille Dumont elle-même, épuisée par l'attente et le deuil, avait fini par vendre la majestueuse demeure familiale de l'avenue Foch, un an après le décès d'Élise Dumont, la mère de Margot, emportée par le chagrin et les années. Une page se tournait, semblait-il, scellée par le temps, et la mémoire de Margot s'estompait dans le crépuscule des souvenirs. En 2010, la transaction avait attiré des acheteurs fortunés, un couple d'industriels étrangers à l'histoire tourmentée de la maison, désireux de rénover cette propriété emblématique. Les jardins, laissés à l'abandon depuis la mort d'Élise, étaient devenus une jungle urbaine. C'est au cours de la phase de réaménagement paysager, visant à restaurer la grandeur d'antan de la propriété, que le destin frappa avec une précision chirurgicale. C'était une chaude journée de juillet. Le soleil tapait sur les ouvriers affairés à défricher une zone dense, à l'ombre vénérable d'un cèdre du Liban centenaire. Le bruit des pelles et des pioches rythmait le chantier. Soudain, un son métallique, sourd et inattendu, figea l'un des maçons. Sa pelle avait heurté quelque chose d'anormalement dur. Pensant d'abord à un ancien tuyau ou à une fondation oubliée, il creusa avec plus de précaution. À environ 60 cm de profondeur, sous une couche de terre compacte et de racines entrelacées, une forme rectangulaire apparut. Une malle en cuir marron, étrangement préservée, émergeait du sol, comme un coffre oublié par l'histoire. L'objet, une fois extrait et débarrassé de sa gangue de terre, révéla un cuir grené,
usé par les années mais encore robuste. Ses boucles de laiton, oxydées, tenaient bon. Sur le côté, discrètement estampées, les initiales MF. L'un des propriétaires, intrigué par l'ancienneté et la qualité de la malle, alerta la police. L'enquête préliminaire se mua en une course contre la montre. Les archives de la gendarmerie et de la police judiciaire, rouvertes pour l'occasion, contenaient des photographies jaunies de Margot Fournet. Sur plusieurs clichés pris lors de voyages ou d'événements mondains, elle tenait ostensiblement cette même malle, identifiable à sa forme et à ses détails. Mieux encore, des étiquettes de bagages, en partie intactes malgré l'humidité ambiante, fixées sur l'une des poignées, portaient des informations confirmant qu'il s'agissait bien de son bien personnel. L'émotion de la découverte fut palpable parmi les enquêteurs, dont certains avaient connu l'affaire dans leur jeunesse et avaient vu le dossier se refermer. Avec une prudence extrême, la malle fut transportée dans les laboratoires de la police scientifique. Son ouverture fut un moment d'intense anticipation. À l'intérieur, le temps semblait s'être figé. Des robes de soirée en soie, aux couleurs fanées mais encore somptueuses, des escarpins en satin, et des photographies en noir et blanc, clichés d'une vie insouciante, gisaient parmi les couches de papier de soie désagrégées. Mais au-delà de ses souvenirs personnels, le contenu le plus précieux apparut. 3 carnets à la couverture de cuir fin, délicatement lacés d'un ruban de soie verte, dont le sceau était brisé mais les pages intactes. C'étaient les journaux intimes de Margot, écrits à la main avec une régularité méticuleuse. Leur calligraphie, fine et décidée, était reconnaissable. Sous ces carnets, dans une chemise cartonnée jaunie par l'âge mais remarquablement conservée, se trouvait le véritable cœur de l'affaire. Une pile de documents dactylographiés et manuscrits, copies de contrats de vente et d'achat aux clauses complexes, des relevés bancaires émis par des établissements suisses et luxembourgeois, et des notes internes, rédigées par Margot elle-même, détaillant des opérations financières d'une rare précision. Ces papiers révélaient des transferts de plusieurs millions de francs, destinés à des sociétés écrans dont les noms revenaient sans cesse. Les premières vérifications permirent d'établir que ces entités fantômes étaient directement liées à des associés influents de Henri Dumont, le père de Margot. Les craintes de la jeune femme, si longtemps ignorées, se matérialisaient en preuves tangibles, écrites noir sur blanc. La découverte de cette malle eut l'effet d'une déflagration. Le parquet de Paris ordonna la réouverture officielle de l'enquête sur la disparition de Margot Fournet. C'était une occasion inespérée de rouvrir une affaire classée, de corriger une injustice de près d'un demi-siècle. L'équipe d'enquêteurs, sous la direction d'un nouveau procureur déterminé à faire la lumière sur cette énigme, se plongea dans les archives, comparant les nouvelles preuves aux maigres éléments de 1963. Le public, lui aussi, fut captivé par cette résurrection du passé, et l'affaire Margot Fournet refit la une des journaux. Les premières lectures des journaux intimes de Margot révélèrent une mine d'informations. Au-delà des réflexions personnelles, elle y décrivait avec une précision chirurgicale les rouages du vaste schéma de détournement de fonds. Elle nommait des individus, évoquant des réunions secrètes avec M, des dates et des lieux, ainsi que des conversations tendues qui éclairaient le climat de méfiance et de trahison qui régnait autour d'elle. Le nom de Maurice Renaud, déjà murmuré dans ses notes d'origine, prenait une nouvelle dimension, devenant une cible privilégiée des investigations. Des passages faisaient également mention de Pierre L., le chef de la sécurité, dans des contextes étranges, bien au-delà de ses fonctions habituelles, suggérant une implication plus profonde qu'initialement soupçonnée. La malle de cuir, exhumée du passé, fonctionnait comme une capsule temporelle, offrant non seulement les preuves matérielles tant attendues, mais restituant aussi la voix de Margot, ses doutes, ses observations et sa détermination inébranlable. Cette trouvaille inestimable ralluma une flamme d'espoir et de justice. Après des décennies de silence et de spéculation, le mystère de la disparition de Margot Fournet ne semblait plus insurmontable. Les éléments étaient là, palpables, offrant une base solide pour une nouvelle enquête, promettant enfin de démanteler le mur du secret érigé autour de l'héritière disparue et de dévoiler la vérité, quelle qu'elle soit. La découverte de la malle de Margot Fournet en 2010 avait arraché le mystère de son absence à près de 5 décennies d'oubli, le propulsant de l'ombre des affaires classées à la lumière crue d'une nouvelle investigation. Les autorités judiciaires et policières, galvanisées par cette trouvaille, ouvrirent formellement le dossier, résolus à faire la lumière sur cette disparition qui avait si longtemps défié la justice. Le silence des années 60 allait être brisé par l'écho des techniques modernes. L'une des premières étapes fut l'exploitation exhaustive de tous les vestiges matériels. Les scellés de 1963, conservés au fil des ans, furent rouverts et soumis aux méthodes forensiques les plus avancées de 2010. Le véhicule abandonné près de Fontainebleau, retrouvé à l'époque et dont certains échantillons de tissu avaient été précieusement gardés, fut analysé de nouveau.
Grâce à des procédés chimiques ultrasensibles, les laboratoires parvinrent à détecter, incrustés dans les fibres du siège arrière, des résidus infimes d'un sédatif courant à l'époque, probablement administré par voie orale. La présence de cette substance, si longtemps indétectable, suggérait que Margot n'avait pas simplement monté dans la voiture de son plein gré, mais qu'elle y avait été contrainte ou neutralisée. Parallèlement, une analyse microscopique des fibres textiles adhérant au même siège révéla une correspondance troublante. Il s'agissait d'un tissu rare, dont la composition et la couleur étaient spécifiquement utilisées pour les uniformes des agents de sécurité de la famille Fournet à cette période. Cette découverte, corroborée par les photos d'archives montrant Pierrel, le chef de la sécurité, portant cet uniforme, jeta une lumière nouvelle et sinistre sur son implication. Les indices, auparavant dispersés et ambigus, commençaient à s'assembler avec une cohérence glaçante. Forts de ces nouvelles preuves techniques, les enquêteurs purent reconstituer, avec une certitude accrue, les événements de cette fatale nuit de juin 1963. La chronologie acceptée par les procureurs fut la suivante. Margot Fournet, mue par sa détermination à exposer la vérité, avait été attirée à une conversation privée à l'hôtel Ritz. L'objectif était de la rencontrer sous prétexte de lui fournir des preuves supplémentaires qui l'aideraient à démanteler le vaste schéma de détournement de fonds. Durant cet entretien, elle fut droguée à son insu, le sédatif l'ayant rendue suffisamment inconsciente pour que ses assaillants puissent la maîtriser sans lutte apparente. L'objectif n'était pas un enlèvement en vue d'une rançon, mais une action bien plus macabre, la réduire au silence. Elle fut ensuite transportée dans la berline noire où elle avait été vue la dernière fois. C'est durant le trajet vers un lieu isolé en dehors de Paris que Margot fut asphyxiée. Ses exécutants ne laissèrent aucune trace, ni sur son corps ni sur les lieux d'abandon du véhicule, expliquant l'absence de preuves physiques immédiates en 1963. Son corps, jamais retrouvé, fut vraisemblablement dissimulé dans un endroit reculé, peut-être un marécage difficile d'accès dans la forêt de Fontainebleau ou une chambre souterraine inutilisée de l'une des anciennes usines familiales, un site qui, au fil des décennies, aurait changé d'affectation, rendant toute localisation ultérieure quasiment impossible. La conclusion était sans appel. Margot n'avait pas fui, elle avait été exécutée. Parallèlement à l'enquête médico-légale, l'exploitation minutieuse des documents contenus dans la malle de Margot Fournet se poursuivait. Les relevés bancaires émis par des banques suisses et luxembourgeoises, les contrats de façade, les fausses factures et les notes internes de Margot détaillant le transit de millions de francs français vers des comptes offshore fournirent le mobile financier irréfutable. Chaque transaction douteuse, chaque flux monétaire illicite, chaque entreprise écran nommée, renforçait le tableau d'une escroquerie à grande échelle. L'analyse graphologique confirma l'authenticité des annotations de Margot, transformant ses doutes en témoignages écrits. Le passage du temps, qui avait si longtemps protégé les coupables, commença à les délier. Des anciens employés des manufactures Fournet et des entreprises associées, dont certains avaient été licenciés ou mis à l'écart des décennies auparavant, sortirent enfin du silence. Libérés de la peur de représailles ou de la perte de leur emploi, la plupart étant à la retraite ou dans d'autres secteurs, ils commencèrent à témoigner. Leurs récits, convergents et concordants, confirmèrent l'existence du schéma de détournement, décrivant des pratiques comptables douteuses, des ordres venus d'en haut pour masquer des transactions, et une omerta généralisée. Ces témoignages d'anciens cadres et ouvriers, d'une valeur inestimable, fournirent le contexte opérationnel de la fraude. La confrontation la plus décisive survint lorsque Maurice Renault, l'industriel puissant et associé de longue date du père de Margot, fut convoqué à nouveau. Âgé de 98 ans en 2010, l'homme, autrefois intouchable, voyait sa réputation immaculée s'effriter sous le poids des nouvelles preuves. Assailli par la presse et confronté aux documents irréfutables exhumés de la malle, ainsi qu'aux témoignages des anciens employés, il finit par craquer. Dans un interrogatoire tendu, il admit l'existence du vaste schéma de détournement financier, reconnaissant son rôle central dans l'orchestration de l'escroquerie. Et, dans un revirement qui surprit même les enquêteurs, il désigna Pierrel, le chef de la sécurité, comme l'exécutant direct de l'action qui devait résoudre le problème que Margot Fournet représentait. Pierrel, mort à la fin des années 80, ne pouvait plus être interrogé, mais cette confession jeta une lumière crue sur les commanditaires. L'enquête, s'appuyant sur les aveux de Renault et les preuves cumulées, permit d'identifier plusieurs complices encore en vie. Jean Morel, le comptable de 75 ans qui avait triangulé les paiements et masqué les transferts frauduleux, fut mis en cause. André Valois, 82 ans, un ancien cadre exécutif du groupe textile, fut également désigné comme intermédiaire logistique crucial dans la conspiration. Un autre ex-cadre, dont le nom fut gardé confidentiel durant l'enquête pour des raisons de procédure, fut également impliqué. Ces trois individus, désormais des personnes âgées, se retrouvèrent au centre d'une accusation de meurtre et d'association de malfaiteurs,
la justice les rattrapant près d'un demi-siècle après les faits. Le palais de justice de Paris, en cette année 2012, était le théâtre d'un procès hors norme. Près d'un demi-siècle après la disparition de Margot Fournet, la justice tentait de démêler une toile de complot et de meurtre, confrontant des faits oubliés à des techniques d'investigation modernes. Jean Morel, André Valois et Maurice Renaud, désormais des hommes très âgés, prenaient place sur le banc des accusés, leur visage marqué par le temps mais aussi par le poids d'une accusation qui avait traversé les générations. Un autre ex-exécutif, dont l'identité avait été protégée pour des raisons procédurales, était également mis en cause, bien que son rôle fût moindre. Dès l'ouverture des débats, la défense s'employa à décrédibiliser le dossier. Les avocats s'accrochèrent d'abord à la prescription, arguant que tant d'années s'étaient écoulées que les faits ne pouvaient plus être jugés. Ils attaquèrent la fragilité présumée des preuves, remettant en question la fiabilité de mémoires si anciennes, et qualifiant les confessions de Maurice Renaud d'aveux de circonstance, extorqués à un vieil homme fatigué par la maladie et la pression médiatique. Des fantômes du passé, des souvenirs altérés par le temps, martelait la défense, tentant de semer le doute dans l'esprit des jurés. Mais face à cette stratégie de décrédibilisation, l'accusation déploya un arsenal de preuves modernisées et une chronologie implacable. La malle de Margot, devenue pièce à conviction centrale, fut exhibée devant la cour. Elle n'était pas un simple objet, mais la voix silencieuse de la victime, son témoignage figé dans le temps. Ses journaux intimes, copies des extraits bancaires et des contrats de façade qu'elle avait amassés, furent lus à haute voix, détaillant le vaste schéma de détournement de fonds et nommant les complices. Les rapports de la police scientifique s'ajoutèrent à cela. Le compte-rendu détaillé du sédatif retrouvé dans les fibres du véhicule de 1963, les analyses microscopiques révélant la présence de fragments du tissu d'uniforme de la sécurité familiale. Ces éléments matériels, indiscutables, donnaient corps à la reconstitution des faits. Les témoignages des anciens employés, libérés de leur peur après tant d'années, vinrent corroborer l'existence du système frauduleux et l'omerta qui l'entourait. Leurs récits convergents décrivaient un climat de silence forcé, des pratiques de corruption institutionnalisées et la mainmise de Maurice Renaud sur les opérations obscures. Le point culminant du procès fut le témoignage de Maurice Renaud lui-même. Âgé et diminué, il apparut à la barre. Face à l'inéluctabilité des preuves et sous la pression de l'accord de collaboration qu'il avait conclu en échange d'une réduction de peine, il révéla les détails glaçants du complot. Il reconnut son rôle de commanditaire dans le schéma financier, et avec une froideur terrifiante, impliqua Pierrel comme l'exécutant direct de l'action visant à régler le problème Margot. Pierrel étant décédé, sa mort n'annulait pas son rôle dans le crime ni la responsabilité de ceux qui l'avaient orchestré. Ce témoignage, venant du cerveau de l'opération, fut crucial. Il scella le destin des autres accusés, transformant les doutes en certitudes. Après des semaines d'audience tendues, où le passé et le présent se sont affrontés dans un balai judiciaire complexe, le tribunal a rendu son verdict en 2012. La Cour a conclu à l'homicide de Margot Fournet pour des motifs économiques, avec préméditation, suivi d'une dissimulation de cadavres et d'une association de malfaiteurs. La jeune femme n'avait pas fui, elle avait été sciemment éliminée pour protéger les intérêts financiers de ceux qu'elle menaçait de dénoncer. Les sentences furent prononcées, reflétant la gravité des crimes et les différents degrés d'implication. Jean Morel, le comptable, et André Valois, l'ex-cadre exécutif, furent condamnés à des peines de prison longues 2 décennies et 15 ans respectivement pour leur participation active au détournement et pour leur rôle dans le complot ayant conduit à l'homicide. Maurice Renaud, en raison de son âge avancé, de ses problèmes de santé et de son accord de collaboration, se vit infliger une peine de 15 ans, ramenant son temps effectif en prison. L'autre complice, l'ex-exécutif au rôle plus marginal, reçut une peine plus légère, ou fut soumis à un régime de surveillance à domicile. Une partie du patrimoine restant de la famille Fournet fut saisie en faveur d'indemnisation pour la famille de Margot. Plusieurs accusés firent appel, prolongeant les procédures, mais les condamnations initiales furent maintenues, marquant une victoire significative pour la justice. Malgré les condamnations et les réparations financières, une blessure demeurait ouverte et persistait pour la famille et la mémoire collective. Le corps de Margot Fournet ne fut jamais retrouvé. Cette absence, cette incertitude finale, empêchait une clôture totale du deuil et laissait un vide béant. L'emplacement exact de sa dépouille resta l'ultime secret, emporté par les exécutants. Pourtant, la justice, bien que tardive, avait finalement parlé. La vérité avait éclaté, non pas par un coup de théâtre spectaculaire, mais par la convergence patiente des preuves matérielles et des témoignages. Le procès de 2012 a publiquement reconnu que la vie de Margot Fournet avait été tragiquement prise pour protéger l'avarice et les intérêts d'hommes puissants. Margot n'a pas retrouvé sa jeunesse, mais elle a gagné,
tardivement et durement, ce qu'elle avait toujours cherché. Sa voix, silenciée pendant des décennies, fut enfin entendue. La malle de cuir, enfouie dans la terre, avait été l'instrument improbable et puissant qui avait permis à cette vérité de traverser le temps. L'histoire de Margot est devenue un poignant rappel que même les secrets les mieux gardés finissent par affronter la lumière. Ainsi s'achève l'histoire de Margot Fournet. 47 ans après sa disparition dans la nuit parisienne, la vérité, telle une graine enfouie, a germé grâce à une malle oubliée, ressuscitant une voix que l'on croyait à jamais éteinte. Le temps, témoin silencieux, a finalement rendu son verdict. Les coupables, jadis intouchables, ont été confrontés aux fantômes de leurs actes, et la justice, bien que tardive, a pu nommer, accuser et condamner. Ce fut un long chemin, pavé de secrets et de dissimulation, mais l'obstination d'une jeune femme, enregistrée à l'encre de son destin, a triomphé du silence. Pourtant, cette victoire judiciaire laisse un goût amer. Le corps de Margot n'a jamais été retrouvé. Ce mystère ultime, cette absence persistante, rappelle que certaines blessures ne se referment jamais complètement, et que le prix de l'avarice peut être payé par l'oubli physique, mais jamais par l'oubli moral. L'histoire de Margot Fournet n'est pas seulement celle d'un crime, c'est un poignant rappel de la puissance de la vérité, capable de traverser les décennies, et de la résilience d'un esprit juste face à l'obscurité. Elle nous interroge sur ce que nous sommes prêts à sacrifier pour nos convictions, et sur la manière dont les échos du passé finissent toujours par nous rattraper. Que pensez-vous du courage de Margot? Auriez-vous, comme elle, osé défier un tel réseau d'influence, même au péril de votre propre existence? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette plongée dans les abysses d'une affaire qui a défié le temps vous a captivé, nous vous invitons à explorer une autre de nos enquêtes sur les mystères non résolus qui parsèment l'histoire. Pour ne manquer aucune de nos explorations des astérisques vestiges d'un mystère astérisque, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche des notifications, et de laisser un pouce bleu si cette histoire vous a marqué. Votre soutien nous aide à continuer de lever le voile sur ces récits oubliés.